Je vous propose de reprendre pour cette table ronde qui termine notre première journée de colloque avec Roland Barthes pour le centenaire de sa naissance. Alors, autour de cette table ronde, vous retrouvez les trois organisateurs qui ont décidé de ne pas se donner la parole à la faveur de communication, mais de rester plus discret. Donc, Éric Marty, Philippe Roger et moi-même, et deux de nos invités qui ont préféré parler dans le cadre d'une table ronde, Marc Fumaroli et Alain Finkielkraut, qui, tous deux, ont été proches de Roland Barthes à un moment donné, et c'était la raison de cette présence dans cette table ronde. Alors, je propose de commencer par leur donner la parole à tous les deux pour une intervention, comme ils voudront. Et ensuite, nous interviendrons de manière assez libre pour que ce soit en effet une sorte de table ronde. Donc, Marc, si vous voulez bien, allumez votre micro et parlez-nous de votre Roland Barthes. Oui, il se trouve que j'ai rencontré Roland Barthes très tôt, à un moment où il était pratiquement inconnu et où il était sous l'influence d'une sorte de science en voie de gestation dont on vous a parlé longuement tout à l'heure et probablement ce matin. Et je dois dire que l'homme que j'ai rencontré, à la faveur d'un de ses amis, Romer Mozy, qui était boursier de la Fondation Thiers comme moi, qui avait été avant moi boursier de la Fondation Thiers, et qui était très lié avec Roland. Et donc, j'ai dîné très souvent avec eux, quelquefois avec Foucault. Ils formaient une espèce de trinité ou de trio, je ne sais pas. En tout cas, c'était des gens tellement brillants et agréables que j'étais ravi d'être admis dans leur cercle. J'étais beaucoup plus jeune, j'étais un tout petit peu plus jeune qu'eux. Et au fond, rétrospectivement, quand je fais le bilan de mes rencontres successives avec Roland Barthes, qui se sont beaucoup atténuées à partir du moment où il a pris ce virage dont on a parlé tout à l'heure, du plaisir du texte, des fragments du discours amoureux, et comme rappelait aussi Antoine, la chambre claire. Rétrospectivement, je me souviens de ce mot de Chateaubriand, supprimé des mémoires d'outre-tombe, mais révélé par Sainte-Beuve avec une gourmandise perverse, lorsqu'il dit « Quand je suis allé sur la tombe du Christ, je cherchais de la gloire pour me faire aimer. » Eh bien, je dois dire que ce mot, qui vaut pour Chateaubriand, vaut aussi, dans une certaine mesure, pour Roland Barthes. Quand je l'ai connu, c'était un garçon extraordinairement séduisant, mais triste, profondément triste. Et j'étais frappé par cette tristesse dont ce n'était pas du tout névrotique, ça n'était pas du tout, comment dire, inquiétant. Tout simplement, il était malheureux et j'avais la preuve d'ailleurs de ce côté difficile de son existence privée, personnelle. Il n'avait rien à voir avec son existence intellectuelle, parce qu'à plusieurs reprises, il m'a demandé de l'emmener là ou là, et je voyais bien que ça n'était pas exactement ce qui pouvait le réconforter. Et puis, à la fin, après sa mort, je me suis trouvé un jour invité par un conseiller culturel dont je n'avais pas la moindre idée et qui m'a hébergé à Rio de Janeiro. Et là, je suis arrivé un peu épuisé par le voyage. Il m'a offert une chambre, je me suis endormi. Le matin, je me retrouve dans cette chambre et je vois partout des petits feuillets couverts de taches avec quelques lignes.
je m'approche, je m'aperçois que ces pages étaient avec l'en-tête du Collège de France et qu'elles étaient signées toutes RB. Et c'était de merveilleux messages d'amour avec des variations de peintres, enfin de peintres abstraits sans doute, mais ravissantes. Et il y avait une joie de vivre dans ces poèmes, qui n'étaient peut-être pas des poèmes rimés, mais qui étaient des poèmes parce qu'il y avait un lyrisme très, très délicieux et très réconfortant pour le lecteur. Et j'ai appris ensuite que mon hôte était le véritable destinataire de ces lettres, que d'ailleurs il a, je crois, donné depuis au Centre Pompidou, qui en a fait une exposition et où je les ai revues. Et je veux dire que le passage de cet état un peu dépressif où je l'avais connu au début, où il n'était pas célèbre, et puis la célébrité magnifique qui a suivi, bien longtemps après, qui m'a séparé de lui d'ailleurs, parce que sur certains points, je ne le suivais pas et je ne voulais pas le suivre, alors que j'ai resté très ami avec Robert Bozzi, que je soutenais parce que lui aussi avait une vie triste et beaucoup de difficultés à connaître quelque joie qu'elle soit. Mais il m'a semblé qu'il y avait donc deux versants dans la vie de Barthes. Il y avait le versant où il se trouvait à la recherche d'une science de la littérature, d'une science sévère en quelque sorte, peut-être même puritaine, et puis cette seconde phase à laquelle malheureusement j'étais beaucoup moins associé parce que j'avais été élu à la Sorbonne et que j'étais plutôt mêlé, involontairement d'ailleurs, parce que je n'ai pas participé du tout à la querelle Marthe-Picard et à tout ce qui s'est en suivi. Mais de livre en livre, il me semblait que, parce que je le lisais avec bonheur, de livre en livre, il me semblait qu'il s'est épanoui, qu'il avait dégagé son âme de ce poids et de cette ambition presque impossible de scientifiser en quelque sorte tout ce qui touche à la littérature, de revenir à une certaine subjectivité, de revenir à l'idée de bonheur qui d'ailleurs, comme par hasard, était le sujet de la thèse de Robert Bozzi. Et il me semblait que l'idée de bonheur qui avait manqué à l'auteur de ce grand livre, Marthe, au contraire, y était parvenu. Et de loin, j'ai été ravi, mais c'est au moment où je me réveillais dans cette chambre étrangère et que je trouvais cette correspondance entière apposée sur le mur que je me suis rendu compte que même s'il était mort trop tôt, même si la fin de sa vie était assombrie par la mort de sa mère qu'il adorait, il avait malgré tout connu quelque chose qui s'approchait du bonheur et il en avait pénétré en quelque sorte son œuvre. Et comme l'a dit tout à l'heure Antoine, c'est par cette œuvre qu'il restera et qu'il reste parmi nous, je crois, un initiateur de ce que la littérature peut apporter de libérateur et même de joyeux. On a cité tout à l'heure l'indifférent de Watteau, qui est effectivement un des chefs-d'œuvre absolus de la peinture française et d'une singularité inouïe. Mais il est évident que là, il y a aussi, dans l'œuvre de Watteau, il y a beaucoup de tristesse, une véritable mélancolie, et en même temps, un appétit de bonheur, un appétit de bonheur social,
un appétit de tendresse même, qui réussit à conjurer, en quelque sorte, le glissement vers le désespoir, le nihilisme et le malheur. Alors cet aspect, ou c'est plutôt cette analyse, je dirais, épicurienne du destin de Roland Barthes, ce retour à l'esprit de joie, comme on disait au XVIIe siècle, m'a paru un des signes favorables dans une époque où tant de signes défavorables nous menaçaient, nous envahissaient. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Si j'avais à dire davantage, je ne pourrais le dire que par écrit. On vous posera des questions. Merci, Marc, de cette première intervention, mais on pourra vous poser des questions. Certainement. Pour aller un peu plus loin. Et je donne donc la parole à Alain Finkielkraut sur son Roland Barthes. Dans son livre, Dans le château de Barbe-Bleue, note pour une redéfinition de la culture, Georges Steiner écrit que l'attitude devant le temps est ce qui sépare vraiment les aspirations scientifiques et humanistes. Pour l'homme de science, le temps suit une courbe positive. L'humaniste, lui, porte ses regards en arrière. La gamme de ses références, l'état de sa vie quotidienne, d'érudit ou de critique, plonge dans le passé. Les arts ignorent le progrès par accumulation qui gouverne les sciences. On n'y corrige pas d'erreurs, on n'y récuse pas de théorèmes. Lourd du bois du passé, le langage, à la différence des mathématiques, tire en arrière. Voilà la signification d'Eurydice. La réalité de son être hante l'arrière-plan. C'est pourquoi l'homme des notes, le chanteur, s'en retourne vers le trésor des ombres chères. Au royaume des sciences, le temps et la lumière se projettent en avant. Et Victor Hugo, qui fondait pourtant sa croyance dans l'avancée générale de l'esprit sur le progrès des sciences, ne disait pas autre chose. Hippocrate est dépassé, Archimède est dépassé, Galilée est dépassé, Newton est dépassé, Pascal savant est dépassé, Pascal écrivain ne l'est pas. On n'enseigne plus l'astronomie de Ptolémée, la géographie de Strabon, rien de pareil dans l'art. L'art n'est pas successif, tout l'art est ensemble. Mais ce romantique n'était pas un apôtre de l'imitation des modernes, il affirme donc « Ces génies qu'on ne dépasse point, on peut les égaler, comment ? En étant autre ». C'était sa manière à lui, Victor Hugo, de vouloir être moderne. Mais une autre idée de la modernité s'est fait jour au XXe siècle. Ses représentants ont raisonné en termes de dépassement. Ils ont choisi la voie de la rupture, ils se sont délectés de périmer l'antérieur, ils ont nié la discordance, l'opposition des deux cultures, bref, ils ont importé dans le monde des lettres les scansions temporelles propres à l'univers des sciences, et Barthes a été l'un des porte-paroles les plus éloquents de ce progressisme triomphant, de cette modernité péremptoire. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, SZ, l'antinomie du scriptible et du lisible, posée dès les premières pages du livre. Le lisible, ce qui peut être lu non écrit, qu'il n'est plus possible d'écrire. Nous appelons classique tout texte lisible. Barthes pratiquait avec une certaine volupté le geste de la séparation. Il tranchait dans le vif. Mais Barthes n'est pas toute une pièce. Barthes est divisé. Une part de lui-même s'est rebellée contre les disjonctions opérées par le théoricien qu'il était. Barthes a trahi Barthes, et je voudrais dire quelques mots du traître. Je commencerai
par « Longtemps je me suis couché de bonne heure », cette célèbre conférence qu'il a prononcée ici même au Collège de France. Barthes y explique qu'il veut s'orienter vers une nouvelle forme, s'engager dans une vita nova, mais loin de penser le nouveau en termes de rupture ou de dépassement de l'ancien, il se réfère, dès le titre, à la recherche du temps perdu, mais aussi à Guerre et paix de Tolstoï, un roman, je cite, « comme hélas on n'en fait plus ». Et à la forme qu'il imagine à partir de ces exemples passés et écrasants, il demande de lui permettre de dire ce qu'il aime, c'est-à-dire de témoigner qu'ils n'ont pas vécu pour rien. Avec ce complément d'objet direct, dire ce qu'il aime, Barthes revient sur l'opposition si célèbre entre l'écrivain qui effectue un acte intransitif et l'écrivain homme transitif. Et à ce moment-là, Barthes bascule complètement du côté d'Orphée. L'art, dit-il, a partie liée non avec le progrès, mais avec le regret. Habité par l'idée de progrès telle que la science en a formé le concept, l'histoire fait de la mort un verdict. L'art est donc une protestation contre l'histoire. Et cette protestation trouve sa forme achevée non dans un roman, mais Antoine Compagnon dit souvent qu'il s'agit là du roman que Barthes n'a pas écrit, dans La Chambre claire, le livre de Barthes sur la photographie. Et dans le dernier séminaire de Barthes, la préparation du roman, le passéisme est encore aggravé ou dramatisé par l'angoisse de la disparition. Le passé n'est pas conçu comme ce qu'il faut dépasser pour être plus savant, plus fort, plus souverain, plus libre. Le passé, c'est ce qui s'efface sans bruit. Et cet oubli, cet effacement, cette seconde mort des morts mettent en péril la survie même de la littérature. Et Barthes cite, à l'appui de son inquiétude, Chateaubriand et Flaubert. Chateaubriand, des peuplades de l'Orénoque n'existent plus, il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, comme la grive d'Agrippine gazouillait des mots grecs sur les balustrades des palais de Rome. Tel sera tôt ou tard le sort de nos jargons modernes, Barthes commente, entendez le français classique, débris du grec et du latin, quelques corbeaux envolés de la cage du dernier curé franco-gaulois dira du haut d'un clocher en ruine à des peuples étrangers, nos successeurs, agréez les accents d'une voix qui vous fut connue, vous mettrez fin à tous ces discours. Et puis, il cite Flaubert, disant dans une lettre, j'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. Et un peu plus haut, dans le même séminaire, Barthes, pardon, excusez-moi, je vais trouver. Barthes a une image musicale pour parler du destin peut-être fatal de la littérature. La littérature aujourd'hui, cela me fait penser au finale de la symphonie de Haydn, Les Adieux. Les instruments s'en vont l'un après l'autre, restent deux violons, ils continuent à jouer à la tierce, ils restent, mais ils soufflent leurs bougies, héroïques et chantants. Cette
possible disparition du passé même, telle est peut-être l'ultime signification d'Eurydice. Barthes, je le disais, n'est pas un sujet unifié. En lui, Prométhée et Orphée se sont combattus sans merci, et je crois que c'est Orphée qui lui a inspiré ses plus belles pages. Les Grecs ne seraient pas étonnés. Merci Alain merci de cette belle intervention. J'y reconnaissais le Barthes que j'ai eu le malheur de qualifier jadis ou naguère d'antimoderne, celui du regret à côté du progrès. Évidemment, ce mot a pris un tout autre sens aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, il n'existait plus dans le vocabulaire français. Et c'est ce Barthes qui regarde vers le passé, ce Barthes qui va de l'avant, mais avec ce souci de ce qui disparaît. Et c'est celui qui, en effet, pour moi, est le plus émouvant, pour reprendre un mot qui a été employé ce matin. Et Orphée traverse toute l'œuvre. Il est là, dans le degré zéro de l'écriture, jusqu'au bout, avec une référence à Blanchot, mais certainement une distinction par rapport à l'Orphée de Blanchot. Bon, on va reprendre tout ça, mais je pense que... Éric, veux-tu prendre la parole à ton tour ? Éteindre le... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, pardon. Oui, je voudrais, disons, suivre un peu ce qu'a dit Alain Finkielkraut, qui me paraît très important sur le dernier Barthes, le Barthes de la préparation du roman, le Barthes de Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mais d'abord, peut-être quelques mots sur la préparation du roman, qui est un cours que Barthes donne ici, qui dure 2 ans, qu'on vient de rééditer dans sa version complète à partir de la version orale, qui double la quantité de texte et qui a vraiment beaucoup d'inédits, beaucoup de choses importantes. Et ce qui est impressionnant, c'est peut-être dans ce cours la volonté de produire quelque chose de nouveau aussi. En effet, il y a cette fin autour du rapport à l'ancien et au passé, mais il y a aussi pour Barthes l'idée d'une mutation dans son propre régime d'écriture, changer d'écriture, passer justement à la position des théoriciens, celui d'écrivain. Bref, c'est aussi un propos qui est agité, qui est pris par une pulsion du nouveau. C'est ça que je voudrais peut-être ajouter à ce que disait Alain Finkielkraut, et surtout dire que je ne pense pas qu'en fait qu'il y ait plusieurs Barthes, ou qu'il y ait plutôt qu'il y ait un Barthes de la fin qui soit devenu nostalgique, qui, par le vieillissement, serait regardé vers le passé. Non, je crois que ce qu'a cité Alain Finkielkraut, qui est tout à fait important, c'est réellement pris dans une critique du présent. C'est-à-dire que Barthes est d'une sensibilité extrême à ce qui se passe dans le présent, dans la société contemporaine des années 80, qui n'a fait qu'empirer jusqu'à aujourd'hui, à savoir une destruction en effet des langages et du langage, une espèce de transformation de la société vers une dégradation des modes d'expression. Donc, ce qu'il faut peut-être aussi retenir, c'est peut-être, bien sûr, une volonté de sauver quelque chose d'autrefois, mais peut-être plus encore, il me semble, c'est l'hypersensibilité que Barthes a au présent, et un présent insupportable et un rapport d'une très grande violence par rapport à ce présent. Lorsque Barthes cite Flaubert ou Chateaubriand, c'est contre le journalisme régnant en 80. Ce n'est pas seulement de la nostalgie pour Chateaubriand et Flaubert. Donc, je dirais que chez Barthes, il y a en effet ce rapport au passé, mais qui est pris dans cette pulsion qui est aussi très moderne d'un rapport critique au présent. Et après tout, la critique du présent peut passer précisément par un rapport au passé. Je citais ce matin, lors d'une interrogation, l'œuvre de Ravel, Tombereau de Couperin. Quand Ravel écrit le Tombereau de Couperin, il reste un moderne totalement, tout en rendant hommage à un auteur du XVIIIe siècle. Et je voudrais juste, pour terminer, citer précisément un petit passage de ce cours, la préparation du roman, où Barthes définit ce qu'il entend par écrire classique. Car si, comme Alain l'a signalé, dans SZ, Barthes, en effet, renvoie le lisible au classique, à ce qu'on ne peut plus écrire, en 80, le classique devient un objet d'écriture et devient ce qu'on doit écrire précisément. Mais je vais vous lire quelques lignes de ce cours où Barthes définit à ce moment-là ce qu'est pour lui
l'écriture classique en tant qu'elle est à nouveau désirable et en tant qu'elle est à nouveau possible. Voilà ce qu'il dit. Autrement dit, nous devons concevoir aujourd'hui, il souligne aujourd'hui, l'écriture classique comme déliée du durable dans lequel elle était embaumée. N'étant plus prise dans le durable, elle devient neuve. Ce qui est fragile est toujours nouveau. Il faut la travailler, cette écriture classique. Donc ce qui est important, à mon avis, c'est aussi le fait que Barthes associe le classique au neuf et au nouveau. Et le nouveau, c'est quand même un ordre moderne, quoi qu'il en soit. Et je voudrais ajouter d'autres lignes, quelques lignes rapidement pour compléter mon propos. C'est encore une fois parce que l'écriture littéraire n'est plus durable qu'elle est allégée de son poids conservatif. Donc, la dimension conservatrice est effectivement évacuée par le caractère non durable de cette écriture. Et peut être pensée activement comme un devenir, quelque chose de léger, d'actif, d'enivrant, de frais. Où est le nouveau, l'inédit? Est-ce dans telle phrase de mon journal du matin, universel reportage, ou dans cette phrase écrite, cueillie parmi 1000 autres dans Chateaubriand, à propos de l'Amérique, tout était éclatant, radieux, doré, opulent, saturé de lumière. Où est la diversité du vivant? Dans l'écriture, je devrais dire le writing des stéréotypes de l'actuel, ou dans ce principe du style, Flaubert, 1854, 33 ans, il faut que les phrases s'agitent dans un livre comme les feuilles dans une forêt, toutes dissemblables en leur ressemblance. Donc, ce qui me semble important, c'est cette position que Barthes a. Non seulement ce rapport, en effet, au passé, il l'inscrit dans un projet personnel de mutation dans son propre projet d'écriture, mais en plus, ce rapport au passé, il le vit de manière complètement actualisée par ce rapport au nouveau. Voilà ce que je voulais ajouter peut-être au propos d'Alain. Merci. Là, on pourrait tout de suite intervenir. On peut tout de suite reprendre. Disons que l'une des leçons que je retiens moi, de ce centenaire et des quelques événements auxquels j'ai participé, c'est en effet la correction d'une idée qui m'est même arrivé de soutenir dans le passé, qu'il y avait plusieurs Barthes. Je crois que j'ai même écrit il y a longtemps un article qui s'appelait « Les deux Barthes ». Et au fond, ce que j'ai tendance à voir aujourd'hui, c'est à chaque moment le même mouvement, le même tourniquet entre, disons, progrès et regret, pour résumer. Évidemment, ça me fait penser à Montaigne. On a longtemps dit qu'il y avait une évolution de la pensée de Montaigne, ce qui était très facile pour l'expliquer, avec une bonne pédagogie. Et puis, par exemple, Jean Starominski nous a montré que Montaigne était tout le temps en mouvement, c'est-à-dire qu'à tout moment, il y avait le tourniquet du stoïcisme, du scepticisme et de l'épicurisme. Et c'est pourquoi je suis très sensible, je dirais, aujourd'hui, au fait que l'on peut, ou que je peux retrouver, dès le premier Barthes, ces différents moments et ce tourniquet, comme dans le dernier Barthes. Au fond, qu'il y a toujours cette tension, dès le degré zéro de l'écriture jusqu'au cours sur la préparation du roman, entre l'attrait pour le progrès, la passion du présent, pour le dire en termes baudelairiens, cette fascination pour le présent, et en même temps cette mélancolie du cygne de Baudelaire. Et je crois que si j'avais à tirer une leçon des derniers événements autour de Barthes, ce serait bien celle de cette grande constance dans cette tension. Mais je pense que... Ce que je vais juste ajouter juste un tout petit mot, simplement, c'est pour souligner ce que vient de dire Alain Finkielkraut tout de même, il me semble que la violence de la critique que Barthes fait du présent est tellement violente qu'au fond, aucun progressisme n'est plus possible. C'est-à-dire que, en effet, il y a une telle lucidité de Barthes par rapport au désastre, en quelque sorte, qui commence à poindre, qui s'annonce, qu'au fond, le progressisme n'est plus possible, d'où, en effet, le passage dialectique par le passé, qui devient à ce moment-là un nouveau, qui doit être promu. Philippe, je laisse Alain répondre un instant, ou Philippe d'abord.
Et puis Marc, je vois que la table ronde a déjà commencé, mais Philippe n'a pas encore pris la parole. Bon, mais je suis un peu embarrassé pour la prendre, parce qu'une table ronde, selon la loi du genre, ça devrait être un endroit où on s'empoigne, un endroit où les divergences éclatent, ou en tout cas éclaboussent les spectateurs. Et peut-être sommes-nous encore plus barthésiens que nous ne le pensions, puisque lui-même disait dans le colloque à Cerisy qu'avait dirigé Antoine Compagnon qu'il détestait pour sa part ces confrontations radiophoniques ou télévisées qu'il comparait à des affrontements, matchs de rugby. Il a ce mot amusant, les Français adorent, je déteste. Eh bien, bon, nous n'allons pas avoir cette empoignade, parce que j'ai été à la fois extrêmement touché du fait que Marc Fumaroli parle de cet aspect joyeux de la personnalité de Barthes, alors que on a parfois, certains commentateurs ont parfois tellement tendance à le mettre dans une espèce de catégorie d'un malheur existentiel qui n'est certainement pas sa vérité ultime. Et puis, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, qu'Alain Finkielkraut parle de textes que je trouve parmi les plus beaux que Barthes nous ait laissés. Là, longtemps, je me suis couché de bonne heure, et puis ces passages magnifiques sur Chateaubriand, la vie de Rancé, puis les passages sur Chateaubriand de la préparation du roman. Deux remarques simplement, pour jouer mon rôle, mais qui va être fort peu dissident et encore moins dissonant par rapport à ce qui s'est dit. Sur la question de la continuité, j'adhère tellement à ce qu'a dit Antoine Compagnon qu'en fait, dans le livre que j'avais écrit il y a déjà bien longtemps, j'ose à peine en citer la date, puisque c'est 1986, s'il y avait une idée dans le livre, c'était celle de la continuité de Barthes. Et j'avais trouvé un peu par hasard, au dernier moment, une gravure d'Orphée sur le bateau des Argonautes, que j'avais donc choisi de mettre dans l'édition originale, avant l'édition de poche. Elle a disparu ensuite, mais malheureusement dans l'édition de poche. Et j'ai toujours été, je ne sais pas, intimement convaincu, comment le dire autrement, d'une sorte de continuité dans l'œuvre. Et je crois qu'Antoine vient de le dire avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire une sorte de, appelons ça tourniquet peut-être pas un tourniquet qui tourne complètement en rond, peut-être qu'il faut réintroduire l'image de la spirale déjà évoquée plusieurs fois, mais en tout cas, sans aucun doute, tout est déjà là depuis le début et revient. Alors, je dirais simplement sur la question de la modernité, la seule petite nuance peut-être que j'apporterai pour ma part, c'est que certes, cette modernité a parfois eu des accents péremptoires, hein, je reprends l'adjectif d'Alain Finkielkraut, mais je me demande si dans une large mesure, ces accents péremptoires ne sont pas eux-mêmes des accents que nous avons déjà beaucoup entendus bien avant la modernité au sens théorique, tel que nous employons le mot dans notre jargon de colloque. Je veux dire, c'est le problème que se pose Barthes, c'est très clair dans les essais critiques, qui sont à mon avis un des plus beaux recueils hein, dans l'œuvre de Barthes, c'est la capacité des textes à nous donner du plaisir. Or, sur cette capacité des textes à nous donner du plaisir, on peut effectivement, non pas du tout rejeter en bloc les textes dits classiques, je prends classique au sens de Barthes, c'est un sens très large, ce qui serait absurde et ce que Barthes n'a jamais fait. Il ne faut pas oublier qu'un de ses premiers textes s'intitule « Plaisir au classique », mais on peut poser la question, et elle est posée depuis la fin du XVIIIe siècle. Le premier, c'est Beaumarchais, qui dit on ne peut plus amuser les gens avec des tragédies qui nous racontent les malheurs inventés de princesses grecques dont on n'a jamais entendu parler. Hein. Et celui qui vient juste après, c'est Stendhal, bien entendu, qui a été évoqué par Patricia Lombardo ce matin, et Stendhal qui pose les choses exactement dans les mêmes termes. Je me demande, peut-être suis-je en train de me faire l'avocat du non-diable que fut Barthes, mais je me demande si Barthes, à cet égard, n'est pas dans une assez belle tradition qui consiste à prendre en compte l'historicité du plaisir possible que l'on peut tirer d'un texte. Et pour le reste, j'adhère complètement à tout ce qui a été dit sur la transitivité retrouvée dans la conférence « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Dire ce que j'aime, évidemment, c'est le retour du transitif. Et puis, en écho à ce qu'a dit Marc, et qui, encore une fois, m'a beaucoup touché, d'autant qu'il a évoqué Robert Mozy, que j'ai bien connu comme mon directeur de thèse. Et il y a une question de l'art de vivre chez Barthes. Il y a une question de l'art de vivre. Et je suis
J'ai été frappé en reprenant les textes ces 2 dernières années par le fait que cette question, elle vient chez Barthes avec les prudences que nous lui connaissons, c'est-à-dire il faut des cautions. Il faut à Barthes des cautions, toujours. Et les 2 cautions sont étranges dans leur disparité, puisque l'une de ces cautions, c'est le Japon. C'est autour du Japon que Barthes déploie le thème de l'art de vivre. Mais l'autre caution, c'est Brecht, parce que dans l'Organon, chance, Barthes trouve un texte sur l'art de vivre, le plus grand art de tous, peut-être, hein, c'est du Brecht. Et donc, voilà Barthes ravi, parce qu'il peut faire converger une sorte de caution moderniste Brecht avec quelque chose que le Japon a déclenché ou redéclenché, ou peut-être déployé en lui, comme ces fleurs japonaises dont il aimait l'image et qui se déployaient dans l'eau. Et ce qui est à la fois frappant et touchant pour moi, c'est que Barthes, à partir de 1974, hein, ça intervient à peu près à partir de 1974, ne va plus lâcher cette question de l'art de vivre. Et sans qu'on puisse vraiment décider si cet art de vivre, posé comme une question presque théorique, ou quasi théorique, n'est pas encore une manière de pudeur, encore une manière de délicatesse, une manière de prudence aussi, mais c'est une manière par laquelle Barthes essaie de se frayer un chemin vers le fait de dire un plaisir de vivre, une joie de vivre. Derrière cette question sur l'art de vivre, il y a une question sur la joie de vivre. Merci. Philippe, Marc, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Est-ce que... Je voulais simplement allumer votre micro. Sur cette idée de tourniquet qui ne me plaît pas beaucoup, cette idée d'un éternel retour de Barthes sur lui-même, non, il me semble tout de même qu'il y a une différence considérable entre le Barthes qui est fasciné par un certain scientisme et par un certain marxisme comme un scientisme dévoyé, et puis le Barthes qui éclot peu à peu en se libérant de cette fascination, et cette fascination, je dirais, moderne. Alors qu'il m'a toujours semblé qu'on confondait trop aisément le moderne et le modernisme. Le modernisme est en réalité une horreur du moderne. Et le mot clé du modernisme, il est donné dès les premières lignes de l'Ulysse de Joyce, lorsque Stéphane Dédalus, le matin, se rase devant son miroir et prononce cette phrase définitive qui est la clé de tout l'univers de l'auteur de Joyce. L'histoire est un cauchemar dont je souhaite m'éveiller. Et ça, c'est le grand modernisme. C'est ce que nous avons profondément oublié en le sacrifiant au moderne. Or, Barthes a commencé par sacrifier au moderne. Il a cru qu'on pouvait faire pour la littérature, pour le langage, ce que les marxistes prétendaient faire pour la société, et il s'en est dégagé. Et c'est comme ça qu'il est devenu, à mon avis, le grand Barthes, parce que des Barthes modernes, il y en avait beaucoup, et on n'en était pas privé, mais quelqu'un qui se réveille du moderne pour retrouver le génie du modernisme, qui d'ailleurs commence avec Baudelaire. Pour moi, Baudelaire est un moderniste, et c'est même la clé, c'est même la première inspiration profonde du modernisme. Et bien là, il me semble que ça n'est pas simplement le même Barthes, c'est un Barthes plus Barthes que Barthes. Merci, Marc. Oui, alors je voudrais lever tout malentendu. Je ne crois pas que le Barthes traître à lui-même dont j'ai voulu parler ait renoncé à la nouveauté, puisque justement, il parle dans ses derniers textes de forme nouvelle et de vita nova. Simplement, il a voulu délier l'idée de nouveauté de l'idée de progrès. Et je crois quand même, pour aller dans le sens de Marc Fumaroli, que Barthes, à un moment, a cherché à se déprendre de lui-même. J'utilise une expression de Michel Foucault dans
l'usage des plaisirs, notamment, j'ai cité SZ, où il veut faire passer, comme il dit, le couteau de la valeur entre le scriptible et le lisible, et dans la préparation du roman, Barthes dit « L'œuvre doit être filiale, entendons qu'elle doit assumer, et dès lors, comme je l'ai dit, transformer une certaine filiation. Nietzsche, pas de belle page sans lignage, héritage. Il ne s'agit pas de reconduire, de recopier, d'imiter, de conserver. Il s'agit de recourir à une sorte d'hérédité des valeurs nobles, comme un aristocrate sans argent, sans héritage peut rester un aristocrate. Une écriture a besoin d'une hérédité. Il y a des moments où il faut dire avec Verdi, tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès. Et autre exemple qui me semble très spectaculaire, c'est le réalisme, si je puis dire, assumé par le dernier Barthes. Il y a un moment de sa vie où le sémiologue cède le pas au phénoménologue. Tout le monde a noté que la Chambre claire est dédiée à l'imaginaire de Sartre. La phénoménologie, c'est le retour aux choses mêmes. Et la photo, dit-il, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en elle, l'événement ne se dépasse jamais vers autre chose. Elle est le particulier absolu, la contingence souveraine, mate et comme bête, le tel. L'occasion, la rencontre, le réel, dans son expression infatigable. Et Barthes trouve les mêmes accents pour parler dans la préparation du roman du haïku comme assentiment donné au réel. Et d'ailleurs, il fait le rapprochement. Le haïku et photo, dit-il, sont des autorités pures qui n'ont à s'autoriser que d'elles-mêmes, qui n'ont à s'autoriser, de rien que de ceci. Cela a été la capture instantanée du sujet par la chose même. Or, Barthes écrivait, ce qui se passe dans le récit n'est du point de vue de référentiel rien. Ce qui arrive, c'est le langage tout seul, l'aventure du langage dont la venue ne cesse jamais d'être fêtée. Il y a là quand même une opposition très forte du Barthes de la Chambre claire, de la préparation du roman, à cette idée du texte, de l'intertexte, ou même à cette critique de l'illusion référentielle. Donc je suis très sensible, moi, non seulement à la nostalgie du dernier Barthes, mais aussi à son réalisme intraitable et qui me semble en contradiction avec avec la sémiologie ou ce qu'il appelait l'Empire des signes. Je suis en partie d'accord. Je dirais cependant que ce que Barthes a cherché d'un bout à l'autre, c'est l'intraitable, c'est la chose même. Et ce que vous venez de lire de la photographie, Barthes disait à peu près la même chose lorsqu'il parlait des romans de Robbe-Grillet en 54 et 55, littérature objective ou littérature littérale. Ce qui l'intéressait chez Robbe-Grillet, c'était exactement ce qui l'intéresse dans la photographie, dans ces passages, c'est-à-dire le cela a été, la chose même, intraitable. Autrement dit, ce qui est important à mes yeux, c'est cette constance par-delà l'entreprise structuraliste ou sémiologique de la recherche de la chose même, et par-delà la phénoménologie, puisque quand il fait l'éloge de Robbe-Grillet, au moment où il fait l'éloge de Robbe-Grillet, puisqu'il s'en déprendra très vite, c'est la chose hors de toute conscience. Et c'est ce que, d'une certaine façon, il retrouve dans la photographie. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le changement par rapport à une certaine quête sémiologique, mais c'est tout de même pour retrouver la quête qui était celle très ancienne du degré zéro de l'écriture, de la chose même, et qui, à un moment,
a été satisfaite par l'œuvre de Robbe-Grillet, à d'autres moments par d'autres entreprises qui ont pu être celle de Solers dans les années 60 et qui l'a trouvée dans la photographie dans le dernier texte. Mais il me semble que s'il y avait une sorte de constante, elle serait cette quête très orphéenne de la chose même par la littérature dans la manière dont elle côtoie le silence, qui est aussi la fin de la littérature. Oui, tout à fait d'accord avec ce que disait Alain Finkielkraut. Néanmoins, la chose même, elle n'est pas hors du signe. C'est-à-dire l'accès à la chose même, elle passe par le signe. Que ce soit le haïku, où en effet, Barthes ne cesse de montrer que le haïku permet d'avoir accès à la chose même par les métonymies extrêmement fines que le haïku dessine, je ne sais pas, d'une poire dont le jus qui coule sur un couteau représente la chose même. C'est un signe. La photographie fait accéder à la chose même, mais la photographie, c'est aussi un signe. Autrement dit, je crois qu'en effet, il y a une réévaluation du réel. Ça, vous avez tout à fait raison. Et cette réévaluation, elle est très importante parce qu'elle montre une modification et une angoisse, sans doute, que Barthes peut exprimer par rapport au caractère destructeur d'une certaine idéologie contemporaine. Néanmoins, ce réalisme qui importe maintenant à Barthes, il n'est pas pour autant un réalisme de la nature ou un réalisme naturel. C'est un réalisme qui est aussi du langage, et essentiellement du langage, et essentiellement des signes. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas chez Barthes de vraie rupture. Il y a simplement des consciences ou des moments de lucidité qui l'amènent à faire jouer et à faire bouger les choses. Le second point que je voudrais ajouter, c'est par rapport à ce que disait Philippe qui ne voulait pas de polémique, qui disait que Barthes n'était pas le diable. Il y a des choses diaboliques chez Barthes. Quand Barthes définit le neutre comme la forme la plus perverse du démoniaque, et qu'il fait justement du neutre un élément, ou de la perversité un thème complètement essentiel à son écriture, que ce soit dans Sad Foyer Loyola, que ce soit dans L'objet du texte, il y a une dimension où Barthes s'intéresse justement à cette forme du diabolique dans la perversion. Et je rejoins à ce moment-là ce que disait Marc Fumaroli et la fameuse phrase de Barthes, la perversion, c'est ce qui rend heureux, tout simplement. Et où Barthes défend alors une vision de la perversion qui est une perversion qui est évidemment aussi une métaphysique, qui est aussi une éthique, qui est aussi un art du vivre, en effet, rejoint l'idée d'un bonheur, mais d'un bonheur qui n'est pas, à mon avis, un art de vivre au sens bourgeois, justement, mais qui est un bonheur ou une joie, plutôt, le mot de Marc Morelli est très juste, la joie, une joie qui est liée à quelque chose qui n'est pas satanique, bien sûr, même si Baudelaire pourrait en effet appeler à un certain satanisme, qui est en tout cas du côté peut-être du pervers. Éric, de cette allusion. Philippe. Puisque nous sommes d'humeur tellement conciliante, moi je dirais oui, tu as raison, mais disons un bon petit diable à ce moment-là, comme celui qui montre son derrière au père politique, citation qui a été déjà faite aujourd'hui. Et une chose que je voulais ajouter, c'est qu'il y a une autre constance, et c'est ton intervention, Éric, qui m'incite à la rappeler, il y a une autre constance très forte dont on trouve une belle trace dans le livre que tu viens d'éditer, dans la première lettre où Barthes définit son nouveau projet. Il fait le lien entre son premier travail, dont on oublie ou on ne sait pas, qu'il a porté sur les incantations dans la tragédie grecque, et il fait le lien entre ce travail sur les incantations dans la tragédie grecque, donc il prononce le mot magie, et la décision qu'il prend à partir de ce moment-là, 1945, de travailler sur les pouvoirs du langage. Il y a donc là quelque chose d'assez extraordinaire, parce que d'un seul coup, ce mémoire qu'il a fait sous la direction de Mazon, qu'il a fait avec passion, visiblement, portant sur Sophocle, et sur les incantations et sur la magie incantatoire chez Sophocle, devient... il y a l'étincelle qui arrive, et ça devient, non pas encore la matrice, mais ça devient l'idée de ce qui va être, au fond, une chose qui va le guider, ça va être le fantasme dictateur, comme il le dirait lui-même, de toute sa carrière, c'est-à-dire les pouvoirs du langage. Donc, je voulais simplement suggérer à quel point une utopie scientifique a quand même ombré la première partie de
son œuvre et de son influence et de ses appartenances. Et qu'en fin de compte, lorsque, et je me souviens d'un mot de Patricia me disant un jour, ah, vous devez quand même vous réconcilier avec Barthes, parce que je l'ai entendu dire, et au fond, peut-être que, comme à la fin de Swann, peut-être que cette personne qu'on appelle moderne ou modernité n'était pas mon genre. Et je vous en suis toujours resté reconnaissant, parce que ça a été un peu un de mes guides par la suite. J'étais déjà sur cette position, mais ça m'a renforcé parce que justement ce qui me faisait souffrir chez Barthes, qui par ailleurs était un homme exquis, délicat, attentif, très sensible à autrui, c'était justement cette espèce. Il était la victime de la fascination scientifique, là où la fascination scientifique ne doit pas s'exercer. Et il l'a découverte, et à mon avis, il nous a rendu un immense service. Il nous a rendu la possibilité de croire dans les littératures. Une remarque, c'est un Barthes totalement délivré de la fascination scientifique, pour reprendre les mots de Marc Maroli, qui est devenu professeur au Collège de France. Et je trouve ce paradoxe extrêmement frappant et finalement très beau. Je disais que c'est un Barthes entièrement délivré de la fascination scientifique, pour reprendre les termes de Marc Maroli, qui est devenu professeur au Collège de France. C'est un paradoxe très frappant et je trouve très beau. Et pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un paradoxe. Nous avons fait l'expérience, Antoine et moi, d'enseigner au Collège de France, et nous savons bien qu'ici, sans doute, il y a de grands savants. Ils sont nombreux, ils sont divers. Quelques-uns sont même un peu trop savants. Mais dans l'ensemble, il règne ici une tolérance extrêmement réconfortante et où la science ne s'imagine pas être le sens ultime de notre existence et en général de l'être dans lequel nous sommes jetés. Oui, je donne mon plein accord. Les moins dupes de l'illusion scientiste sont les scientifiques. Et les meilleurs défenseurs des humanités sont souvent chez les scientifiques. Oui, non, vous avez raison. Et Barthes assumait complètement aussi la différence entre les deux cultures, parce que l'illusion scientiste, je l'ai dit, c'est la projection aussi dans le monde des lettres de la temporalité propre à la science. Il n'empêche que je relis souvent les cours de Barthes, et notamment la préparation du roman. Ce sont des cours magnifiques, mais c'est un autre ordre que le savoir. Et c'est ça c'est ça qui devient justement fascinant. Qu'enseigne-t-il ? Voilà, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Qu'enseigne-t-il dans la préparation du roman ? Et il est professeur au Collège de France, et fort heureusement, parce que je pense que c'est un de ses plus beaux textes. Mais voilà, de quoi est-il vraiment le professeur ? Oui, c'est une question qui porte plus, je dirais, sur le positivisme que sur la science. C'est sur la possibilité d'enseigner dans une institution comme celle-ci ce qui ne relève pas d'un savoir érudit ou d'un savoir positif. Voilà. Mais il ne s'agit pas de la science. Oui, je voudrais encore revenir sur la proposition d'Alain Finkielkraut sur le réalisme. Parce que c'est une question très importante, à mon avis, aussi bien pour Barthes que pour nous aujourd'hui, la question du réel. Il me semble qu'en fait, ce réalisme, en effet, qui fait retour ou qui apparaît dans La Chambre claire, comme dans la préparation du roman sur le haïku, où tout d'un coup, il y a une fascination pour le réel, la réalité, sauver, en fait, le réel ou la réalité, il me semble qu'elle est déjà présente antérieurement, notamment à propos des mythologies.
Quand Barthes écrit le mythe aujourd'hui, qui est la postface aux mythologies, Barthes tout d'un coup prend conscience que les mythologies ont été une machine à détruire la réalité, que c'est une sorte de sémiologie critique qui, en effet, annihile les choses. Le vin n'est plus le vin, c'est un système de signes qui connote la francité. Le Tour de France, ça n'est pas une course, ça n'est que, c'est le ne que de la sémiologie qui, en effet, réduit la réalité à n'être que des signes et des signes mythologiques qu'il faut justement démystifier. Et Barthes prend conscience lui-même du caractère nihiliste et destructeur de cette entreprise. Et dans le mythe aujourd'hui, il revient là-dessus. Il dit oui, le vin est en effet du mythe, mais le vin, c'est aussi une boisson. Et il parle de Minou Drouet, de la petite fille poétesse de génie qu'on s'est amusé à ridiculiser, que Barthes lui-même démystifie. Et il revient sur cette figure de la petite fille qu'il ne faut jamais parler contre une petite fille, écrit-il, comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose d'une violence excessive dans cette machine idéologique de critique systématique de la réalité. Donc je crois que l'angoisse, que ce réalisme qui revient à la fin et qui fait que Barthes est très très sensible à sauver quelque chose de la réalité, ce qu'on aime, parler de ce qu'on aime, dans Longtemps le sucre de bonheur, l'image de la photographie, le référent, ou les objets que le haïku désigne, ce nouveau mouvement, il est quand même une sorte d'angoisse constante que Barthes a, qui est une lucidité, à mon avis, très très importante de l'intellectuel, qui ne doit pas être dans la position de l'arrogance de celui qui sait, mais qui aussi doit sauver le monde qu'il critique en même temps qu'il critique. Et donc, je crois que vraiment, c'est ce que vous avez nommé de façon très très juste, hein, sur ce à quoi vous êtes très sensible, à mon avis, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la sensibilité de Barthes.